radio qui ne manque pas, éphémère, éphémère, la radio qui ne manque pas d'air. Nous sommes un jour de la semaine sur l'île de la Barthelasse, là où Contre-Courant s'est installé, a pris ses quartiers d'été depuis, ma foi, déjà un paquet de spectacles en tout cas. On en a pris plein les yeux, on en a pris plein les oreilles, on en a pris plein les tripes aussi, il faut dire, ça dépend un peu de ce qui était proposé. En tout cas, on en a pour notre argent, même que certains spectacles étaient gratuits, c'est pour vous dire, et c'est pas tous les jours. On est à quelques encablures d'un énorme festival, paraît-il, où les gens grouillent et regrouillent entre eux et où ils ont du mal à aller manger un sandwich eux-mêmes. Alors qu'ici, nous, sur l'île de la Barthelasse, à Contre-Courant, eh ben, on est tranquille, on est entre amis, on y vient en famille, voilà. Et surtout, on a des cigales qui sont modérées, il faut dire, voilà, parce que ce sera un peu le mot du jour. Voilà. Et il faut vous dire qu'ici, on est vraiment bien. On a le bar à Thierry aussi, qui est ouvert jusqu'à tard dans la nuit. Bar à Thierry pour un été réussi, on le sait. Voilà. Et puis, on a des spectacles sur la petite scène, sur la grande scène. Et même hier, c'était pour vous dire, on en a eu sur des transats. Mais ça, c'est un ami d'ailleurs qui va revenir ici et qui pourra peut-être nous en parler. Ici, nous sommes, bien sûr, en direct, avec un monsieur qui n'est pas n'importe qui, parce que nous n'avons pas l'habitude d'inviter n'importe qui en même temps, qui est un monsieur qui s'appelle Stéphane Gravier. Il nous racontera pourquoi il s'appelle comme ça, c'est assez étrange, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Fred Bonnard. Voilà, comment ça va bien ? Ça va bien. Alors, vous connaissiez le festival Contre-Courant, hein ? Contre-Courant, je connaissais depuis quelques années maintenant, ça va faire 15-16 ans à peu près. Ah ouais, et vous êtes un spectateur fidèle de Contre-Courant ? Ah, un fidèle spectateur. Un vrai de vrai, un acharné, un pur de dur. Un acharné, chaque année je viens. Voilà. Et alors vous repartez chez vous avec des tas d'images dans la tête, des tas de sensations comme ça que vous partagez avec les amis. Ça se passe comment ? Ah ben, ça se passe qu'on voit beaucoup de spectacles le jour dans la Cité des Papes et le soir on vient se reposer sur l'île de la Barthelasse où on respire, on peut se garer sans problème, on paye le Perrier 1,50 €, donc il n'y a que des avantages à être ici. Est-ce que vous pensez que le spectateur, comme le disait Jean Vilar, est un homme au repos, c'est-à-dire déjà à demi allongé ? C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Hein. À demi allongé, oui, et le théâtre et le spectacle vivant nous permet de rester debout. Parfait. Ah ben ça c'est une pas bonne mal. Introduction, Stéphane. Hein. Oui. Vous êtes fort, hein. N'est-ce pas ? Ouais. Alors, dis donc, vous êtes un modérateur, mais vous êtes modéré comme type ou Ah, pas du tout. Non, c'est ça, voilà. Non. Ah, vous êtes un peu punk, quoi. Hein. J'espère qu'on va bien s'amuser, là. Oui, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Côté punk, j'aime Voilà. bien. Vous allez chatouiller un peu nos invités, hein. Pas trop. On est là pour... surtout que le public les chatouille. Ah, très bien. Alors donc, nous allons passer la parole aussi au public. C'est possible qu'il pose des questions. Ah oui. Moi, j'aime bien que ce soit les spectateurs qui ont des choses à dire, puissent poser leurs questions. Et dans un instant, on recevra en effet Charlotte Lebras, Serge Delaubier et Antoine Gauthier. Que des gens bien, quoi, sous tout rapport. Oui, puisqu'ils sont là. Oui, a priori, oui. Comme vous. Alors, vous étiez un sale môme ou un brave gosse, vous, quand vous étiez plus petit ? Vous avez été plus petit à un moment donné. C'est hein. horrible d'être sage. Oui, c'est ça. C'est horrible. C'est horrible. Non, un sale gosse, oui. Ah, plutôt un sale gosse. Ouais. Ah oui, un sale gosse, je le revendique et encore aujourd'hui. Et oui, vous ne vous êtes pas amélioré au fil du temps, quoi, je veux dire. Non. Oui, c'est ça. Non, j'assume. Voilà. Et vous êtes, paraît-il, c'est ce qui se dit dans les milieux bien renseignés, rédacteur en chef, mais en chef de quoi ? Rédacteur en chef du journal des activités sociales de l'énergie. C'est long, hein, comme titre. Vous êtes un énergéticien, alors ? Oui, j'essaie d'en avoir avec de la vitamine C. Et on fait en sorte d'informer sur ce qu'est la CCAS, la Caisse centrale des activités sociales des personnels des industries électriques et gazières. Allez-y. Ah, c'est pas mal, là, je peux pas. Hein. Voilà. Non, je me suis entraîné. Ah oui, bien joué. Donc on informe sur les activités sociales, on informe sur ce qui se passe dans la branche des industries électriques et gazières. Or, les grandes entreprises, on les connaît. EDF, Engie, RTE, Enedis, il y en a 156. Et puis on informe aussi sur ce qui intéresse notre public, à la fois les salariés de la branche des industries électriques et gazières, mais aussi les retraités, parce que le statut des électriciens et gaziers permet aux retraités de bénéficier des services qu'ils ont créés eux-mêmes, parfois, avec les organisations syndicales qui siègent au conseil d'administration. Vous avez des collaborateurs ou vous travaillez seul sur cette histoire ? Ah non, on est plusieurs. Au journal,
Au journal, oui. Au journal, nous sommes 5 journalistes et 3 photographes, avec toute une pléiade de pigistes, de dessinateurs de presse, d'illustrateurs, de caméramans. Et on réalise un journal bimestriel et quotidiennement, on publie des articles sur le site. Je peux faire un peu de pub ? Ah oui, mais faites donc de la promotion, c'est vrai que je suis de un la petit peu à la réclame, maison. comme on dit. Et donc, journal.ccs.fr, où on informe à la fois sur, là, Samy Archimède, qui est journaliste, qui était présent à l'inauguration. Que nous avons rencontré ici, Samy Archimède, ça c'est tout un programme de s'appeler comme ça déjà. Un grand homme, 1m80. Et il a donc réalisé un papier sur l'ouverture du festival Contre-Courant la semaine passée. Et cet article a été publié cette semaine. Donc on informe sur la vie culturelle, mais aussi sur ce qui se passe, ce qui intéresse notre public, qui représente 1% de la population française, puisque de mémoire, il y a 657 000 bénéficiaires des activités sociales de l'énergie. C'est en pas France, rien. Pays d'outre-mer, on n'oublie pas les pays d'outre-mer, nos amis de Mayotte, de la Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Antilles, Guadeloupe et Martinique. Est-ce que vous êtes un homme épanoui ? Je sais, il y a des heures où un peu moins qu'à d'autres, mais là, je vais essayer d'être un petit peu épanoui. Et voilà. Alors moi, je vais vous laisser avec vos invités, Stéphane. Voilà, Très bien, vous merci. allez nous ravir les oreilles. Merci d'avance. Voilà, avec du contenu, avec vraiment, quelque chose qui nous prenne un peu le cœur et la cervelle. Voilà, et qu'on se raconte de belles choses et qu'ensuite on aille boire l'apéro, quoi. Vous voyez ? Alors peut-être les invités, pendant que vous dites un mot, peuvent rejoindre le plateau, la table. Absolument. Alors, on va accueillir 3 personnes. Charlotte Lebras, Serge Delaubier et Antoine Gauthier. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. 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 Dans la mesure où cette émission sera ensuite diffusée sur les ondes planétaires, considérons que c'est le jour et le soir en même temps, en fonction des réseaux sociaux. Thème de cette rencontre: à la conquête de l'espace, art et sciences, dépassons nos frontières. Un thème qui nous fait rêver, puisque le 21 juillet 1969, l'homme marchait pour la première fois sur la Lune. Par rapport à ce thème, Charlotte Lebras, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la conquête de l'espace, art et sciences, dépassons nos frontières, les frontières du limite, les limites des frontières? Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je peux parler de ce que je fais, en fait. C'est ce que généralement c'est ça, on fait, hein. oui. En fait, déjà, donc moi j'ai mis en scène un livre qui s'appelle Pays de Malheur, qui est une correspondance par mail entre un jeune qui est emploi jeune en bibliothèque au moment où il écrit, et Stéphane Beau, qui est sociologue. Et c'est la première pièce de ma compagnie, c'est ma première mise en scène. Et en fait, j'ai essayé de traduire ce que la sociologie m'a permis. Donc c'est pour dire, pour dépasser les frontières. Moi, la sociologie, ça m'a... au moment où j'ai découvert la sociologie, donc à l'âge de 20 ans, j'ai lu Pierre Bourdieu, pour commencer. Et en fait, ce sont des lectures qui m'ont ouvert des horizons très très larges pour ma pratique artistique, pour ma vie personnelle. Et donc, moi, c'est dans ce sens-là, c'est à travers moi, mon expérience, que j'entends résonner le thème de notre discussion, on va dire. Et vous êtes metteuse en scène de la compagnie Les Papaveracé, une compagnie qui est basée dans les Hauts-de-France, près de Amiens, en Picardie. Oui, c'est ça. Même question, Antoine Gauthier, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce thème ? Quelle réponse pourrions-nous apporter à la conquête de l'espace, art et sciences, dépassons nos frontières ? Je dirais que la question du côté de Binôme, puisque c'est ça que je représente aujourd'hui, elle est surtout au niveau des cloisons entre les disciplines qu'on essaie de faire tomber. Donc les frontières, elles sont aussi entre les disciplines au niveau de l'enseignement et après dans la vie professionnelle. Et nous, on essaye de les faire tomber, comme je pense beaucoup de gens qui travaillent sur le domaine art-sciences. Je pense que c'est
un des axes qui nous amène ici. Donc le sujet principal, c'est comment avoir des regards croisés, comment regarder un objet d'étude avec vraiment plusieurs grilles de lecture selon les professions des gens. Et donc en l'occurrence sur le sujet art sciences, c'est comment parler de science, comment parler de disciplines de recherche, qui sont évidemment des sujets qui intéressent tout le monde. C'est des sujets sociétaux, et comment des artistes peuvent s'emparer de ça pour avoir leur propre grille de lecture et du coup amener un contenu, une pensée, un objet visuel, esthétique qui est une grille de lecture en soi. Et Antoine Gauthier, vous êtes chargé de production de la compagnie L'Essence des mots. Tout à fait. On en parlera dans un instant. Troisième invité, Serge Delaubier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes compositeur, chercheur, musicien et directeur artistique de la compagnie Pusmus. Alors, les frontières des sciences et arts, comment les dépasser? Alors moi j'entends deux questions. J'entends une question entre art et science et puis une autre sur l'espace. Les deux m'intéressent, mais elles vont pas forcément ensemble. Peut-être une des choses que je trouve un peu iconique là, de la question, ce serait le fait que, en fait, on est des espaces multidimensionnels. Et, par exemple, dans une main, on a 27 os qu'on manipule sans s'en rendre compte. On les manipule, en tout cas en partie, indépendamment les uns des autres. Et donc quand on dit une dimension, on pourrait presque dire que dans la main, on a déjà 27 dimensions. Mais on a deux mains, donc on en a 54, et puis il n'y a pas que les mains. Et donc je dis ça un peu parce que on a fabriqué à Pusmus des instruments pour essayer de tirer parti de la main notamment. Et au départ, on nous a dit « Oh là là, mais au-delà de 3 dimensions, c'est déjà très compliqué. » Et oui, mais quand même, on a des mains incroyables. Et donc aujourd'hui, on travaille sur des instruments qui permettent de manipuler 92 dimensions en même temps, simultanément et indépendamment les unes des autres. Voilà, et les mains permettent ça. Donc c'est... paradoxalement, on a un espace intellectuel et on a un espace gestuel. Et l'espace gestuel, c'est un espace pluriel qui est absolument magnifique et insoupçonné. Vous étiez sur scène, si je peux m'exprimer ainsi, hier soir, au festival Contre-Courant sur l'île de la Barthelasse à Avignon, pour un concert jardinal sur Transat Vibrant. Donc on est déjà dans une représentation, un spectacle vivant en 3D, minimum, oui. Puisqu'on va rajouter... En fait, oui, alors 3D, on fait référence à un espace géométrique, un espace architectural dans lequel on évolue. Mais on est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Et donc on est vraiment multidimensionnel. Et si on peut retrouver ça, c'est réjouissant. Concert jardinal pour Transat Vibrant, c'est un spectacle qui a été déjà présenté il y a quelques années, qui lie à la fois technique sonore, enregistrement, vibration, puisque sans dévoiler l'intégralité du spectacle, il est nécessaire de poser le cadre. Le spectateur est allongé sur un transat et il rentre, est-ce qu'on peut dire qu'il rentre dans un univers qui est le vôtre, l'univers de la création, où vous allez pouvoir lui offrir du rêve, de l'émotion? Alors, dans le concert, ce concert jardinal, en fait, on invite les gens à retrouver les différentes écoutes et à utiliser les différentes écoutes qu'on a. Donc on a une écoute qui est connue, qui est celle, enfin connue un peu, qui est celle des oreilles. Mais on en a d'autres, et on peut écouter avec les mains. Une main écoute, si vous parlez, que vous posez votre main sur vos cordes vocales, vous sentez très bien les vibrations qui passent dans les doigts. Les doigts perçoivent jusqu'à 850 Hz à peu près. C'est presque la fréquence des cigales. Voilà.
Et on a une autre écoute qui est une écoute... la première fois qu'on l'expérimente, elle est très troublante. C'est une écoute qu'on appelle l'écoute intérieure. Hein. C'est une écoute par conduction osseuse. Si la tête, la boîte crânienne perçoit et conduit les vibrations à l'intérieur, donc on peut se boucher les oreilles. Et si on a une vibration qui arrive sur la boîte crânienne, ce qu'a fait Beethoven, d'ailleurs, quand il est devenu sourd, il a fait construire un piano spécial avec une règle métallique qui prenait la table d'harmonie du piano, s'appuyait sur la table d'harmonie du piano, et à l'autre bout, il la mordait avec ses dents, et comme ça, il entendait, mais il entendait les notes. Alors qu'avec les mains, on n'entend pas les notes. On sent les vibrations, mais avec la conduction osseuse, comme ça, on perçoit les notes, on perçoit si quelqu'un vous parle, on comprend ce qu'il vous dit. Et ce qui est certainement le plus troublant, c'est que c'est une écoute qu'on a eue probablement tous avant notre naissance. Donc c'est une écoute un peu archaïque, puisque quand on est immergé dans l'eau, en fait, on n'entend pas par les oreilles, on entend par conduction osseuse. Et cette conduction-là est cette audition-là est une audition particulière parce que du coup, on localise pas les sons. On a un son global qui rentre dans la tête et qui est certainement l'origine du mot immergé dans le son. Arte, puisque votre dossier de presse est très bien fait, Arte dit de vous, alors informatique, électronique et leur cortège d'innovation ne parviendraient-elles plus à nous émouvoir? Serge Delaubier nous démontre le contraire, musicien et compositeur, il a inventé le méta-instrument, un instrument en 3D pour sculpter des sons. Le méta-instrument, il faut le présenter, il a été créé en 1989. Oui, alors il y a 4 générations déjà de méta-instruments. Le premier permettait de manipuler 16 dimensions simultanément et indépendamment les unes des autres, et maintenant on est à 92. Voilà, et puis on a beaucoup plus de précision, de réactivité sur ce capteur, hein, qui est un capteur raffiné face à une habitude d'utiliser l'informatique avec des claviers de machine à écrire qui datent du siècle précédent. Voilà. On se demande comment c'est possible, mais c'est comme ça. Et si on veut un geste raffiné, si on veut utiliser l'informatique avec son potentiel vertigineux de calcul, eh bien, ça vaut le coup d'avoir des accès qui soient raffinés et puissants. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions à travers vos spectacles, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger, est-ce que vous êtes plutôt technicien, artiste, scientifique, chercheur? Alors, dans la compagnie, on travaille avec des laboratoires et on monte des projets de recherche avec l'Agence nationale de la recherche, projets européens, etc. Donc on aime bien ça, mais on est plutôt, nous, des coupeurs voilà, pour aller droit au but. On est pressé un peu, la vie est courte. Hein. Bon, voilà. Et donc, le chercheur a plus de temps et un peu plus de rigueur, mais pas beaucoup. Hein. Il y en a pas mal qui coupent dans le fromage pour arriver au but aussi. Vous restez avec nous. Antoine Gauthier, je le rappelle, vous êtes chargé de production de la compagnie l'Essence des mots, qui joue dans le cadre du festival d'Avignon, Binôme, le poète et le savant. On excuse Thibaut Rossigneux, le metteur en scène de cette compagnie. Qui joue à cette heure-ci, ouais. Qui joue actuellement sur le site, le lieu sur l'université donc d'Avignon, qui est au bout de la rue Louis Pasteur. Et donc, depuis quelques années maintenant, ça fait une dizaine d'années, avec cette compagnie, vous créez des binômes. Une rencontre entre un homme, une femme de théâtre et un scientifique. Parmi les entreprises et les structures publiques qui vous soutiennent, j'ai vu le CEA. Tout à fait. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a toute une ribambelle. Et parmi les spécialistes qui vont être mis en scène, on peut dire, on va retrouver à la fois Bernard Olivier, spécialiste en microbiologie, ou encore une anthropologue, un chercheur de l'INERIS, chercheur en neurobiologie. Comment est venu ce concept de mettre en relation chercheur et créateur? Ou l'inverse? Au tout départ, c'était un appel lancé par Universcience qui a été donc reçu par Thibaut Rossigneux, qui a conçu l'objet binôme
Et il s'est demandé, donc, en tant qu'homme de théâtre, lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire, qu'est-ce qu'il pouvait apporter sur la question de la médiation des sciences, en quoi le théâtre pouvait avancer sur ces questions. Et l'idée a été de se rapprocher de l'humain, c'est-à-dire de personnes, et donc de prendre chacun son métier, donc de prendre un auteur ou une autrice de théâtre et un ou une scientifique donc qui travaille sur un sujet de recherche en particulier, et de faire se rencontrer ces deux personnes. Et c'est cette rencontre qui, par la suite, donne lieu à l'écriture d'un texte de théâtre qui est mis en espace. Donc ça, c'est l'objet final. Donc Binôme, qu'est-ce que c'est ? C'est une collection de spectacles qui, à chaque fois, sont la mise en espace d'un texte dramatique qui a pour origine la rencontre avec une personne scientifique. On peut voir, je crois, quelques extraits de pièces sur le net. Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que on rigole presque lorsque vous commencez à créer, lorsque la rencontre, la première fois, comme souvent la première fois on rigole, et bien là, c'est amusant de voir des chercheurs de laboratoire qui rencontrent des hommes et des femmes de théâtre. C'est pas forcément deux univers qui se côtoient. Tout à fait, ouais. Et en fait, on s'amuse beaucoup de ça, de ces codes et des jeux, puisque l'idée, c'est que ces deux personnes ne se connaissent pas, elles ne savent rien l'un de l'autre avant de se rencontrer. Et la rencontre se crée, et ces deux personnes ont 50 minutes pour se parler. Et ces 50 minutes et pas une de plus, c'est-à-dire qu'après, ils n'ont plus le droit d'entrer en contact. Et nous, on passe commande à l'auteur ou à l'autrice pour la pièce, pour 6 semaines d'écriture. Donc le protocole est très contraint en fait à chaque étage de la création. Et donc 6 semaines d'écriture à la suite desquelles on reçoit le texte, la compagnie l'essence des mots. Et ensuite on passe au plateau pour les répétitions avec. Donc voilà, c'est un ensemble de contraintes ludiques sur ces chronomètres, ces règles du jeu qui font que les personnes ne se connaissent pas avant de se rencontrer, qui pour nous sont gages de spontanéité. Par exemple, on ne demandera pas 2 fois de suite à un auteur de théâtre de participer à Binôme, puisque c'est la spontanéité de cette rencontre qui nous intéresse. Et pareil pour le scientifique ou la scientifique, évidemment. Mais comment est venue l'idée de faire en sorte que le chercheur soit objet d'étude ? C'est le chercheur ou c'est la matière ? Ouais, c'est ça. C'est vraiment un matériau de départ. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comment décaler le regard. Et en ça, donc en vérité, on pourrait le faire avec n'importe qui ou n'importe quoi. Au sens de la profession. Là, on prend quelqu'un qui écrit du théâtre, parce que c'est notre domaine de compétence de choisir ces gens-là. Et donc, eux apportent le décalage d'un regard qui nous permet de parler de science. Mais effectivement, sur la construction du processus, on pourrait faire ça dans toutes les disciplines, en fait, avec des danseurs, des peintres. Après, moi, j'ai noté au moins 4 caractères qui sont propres à la fois aux chercheurs et aux professionnels du spectacle vivant. C'est l'intuition, le doute, l'effort et la passion. Ça, c'est sûr que c'est des caractéristiques que partagent les artistes et les scientifiques, même si parfois on entend souvent un peu le contraire, qu'il y a vraiment des grandes caractéristiques qui sont propres. Les sciences véhiculent souvent une image de rigueur, mais évidemment que ce sont des êtres humains et qu'ils sont en proie au doute, à la créativité, à l'intuition. Et donc ça, c'est des caractéristiques que ces gens-là partagent et qui souvent, du coup, jaillissent et rejaillissent pendant l'entretien et dans ce qu'ils se racontent, et ensuite dans les 6 semaines d'écriture sur ce qu'ils se sont dit ou pas dit. Et là, c'est la sensibilité de l'auteur de théâtre qui entre en jeu et qui récupère tout ça pour écrire la pièce. Cher Stéphane Gravier, excusez-moi, cher grand modérateur, je suis en plein cœur du public, des spectateurs complètement affamés, assoiffés de connaissances. Nous vous écoutons depuis un moment déjà. Sacré Fred. Nous prenons des notes et nous essayons de tout retenir, mais franchement, c'est assez impossible. Je voudrais simplement que nous fassions non pas une coupure réclame, mais quelque chose qui pourrait aller du côté des spectateurs en se disant peut-être parmi vous, je vois Odile par exemple qui nous vient de Palavas-les-Flots, qui a peut-être une question, ou Jean-Robert là-bas de Limoges. Et voilà, alors donc je me dis, Stéphane, c'est un peu improvisé, hein, je vous prends comme ça de court, mais que sans doute, s'il y avait une question, c'était maintenant ou jamais. Eh bien, allons-y. Peut-être Robert de Limoges ? Alors, Robert de Limoges.
Une question à propos de science, de culture, qu'est-ce que ces deux choses-là font ensemble? Et peut-être, si ça peut faire un débat, puisque c'est un débat, eh bien, ce serait bien si vous étiez, par exemple, pas d'accord. C'est un peu le principe du débat. On se demande quand ça va friter, quoi. Mais pour le moment, tout le monde est d'accord avec tout le monde. Mais voilà, moi, j'attendais un peu le truc punk. Alors, ça vient peut-être de vous. Voilà. Voilà, cher monsieur, qu'avez-vous retenu de ce qui s'est dit jusqu'à présent? Eh ben, je suis perplexe pour le moment parce que je découvre les trois intervenants m'ont apporté plein de choses et que pour le moment je ne redis pas ensemble. Alors, vous voyez, il y a de la perplexitude, hein, comme on dirait. Alors, il va falloir... voilà, je vous laisse la main maintenant avec cette première parole de Robert de Limoges. Merci Robert. Donc, Antoine, je disais, binôme permet de mettre en exergue une certaine poésie scientifique. Poésie, science, c'est pas toujours évident, la passerelle. C'est vrai, pourtant, à plein d'endroits, la science est source de poésie, je pense, que ce soit dans l'iconographie, dans les images que peuvent amener la science, les discours, le vocabulaire. Il y avait un exemple de binôme, parce que comme je disais, donc binôme c'est une collection de spectacles, donc il y en a 42 à ce jour, ouais, c'est beaucoup, et il y en avait un en particulier des premières années écrit par David Lescaut, où il avait fait un inventaire justement du vocabulaire utilisé pendant l'entretien, donc ça c'est l'axe que lui avait choisi, mais en tout cas voilà, c'est juste pour illustrer le fait que lui il s'était servi de l'axe du vocabulaire pour en sortir une poésie qui est la sienne. Voilà. On rappelle l'heure de la représentation du spectacle. Alors c'est à 17h30, donc vendredi, sur le site de l'université. Donc c'est le dernier binôme de l'édition 10, puisqu'on fête nos 10 ans cette année. C'est un texte écrit par Sylvain Levé qui s'appelle « Sous les lignes à haute tension ». Et il a rencontré Valéria Douglio qui travaille à l'INERIS, qui est un institut d'études des risques industriels, qui travaille sur l'assainissement de l'eau. Et donc c'est le dernier binôme de cette édition. Et à 18h, c'est demain ici au Festival Contre-Courant. Voilà, qui est la reprise de Mathias ou l'itinéraire d'un enfant paumé, écrit par Marilyn Mattei, donc qui avait rencontré Mouhoub Mouhoud, qui travaille lui sur les questions d'économie et surtout d'économie liées aux migrations internationales. Voilà. Donc ça c'est les deux binômes qui restent cette année, et après on peut nous découvrir dans l'année en tournée ou l'année prochaine au Festival d'Avignon. Voilà. Merci. Charlotte Lebras, metteuse en scène, Pays de Malheur, la compagnie Les Papaveracés. Pays de Malheur, c'est à voir dans le off tous les jours, à 14h20 jusqu'au 28 juillet, à la Présence Pasteur, un collège, un lycée oui, que les festivaliers avignonnais connaissent bien. Ce spectacle, Le Pays de Malheur, trouve sa source chez un sociologue, et c'est pourquoi art et sciences, j'allais dire art et sciences humaines, nous permet de dépasser nos frontières. Donc vous avez un petit peu levé le voile tout à l'heure sur la création, la naissance de cette création, mais parlons un petit peu de Younes Amrani. Ouais. Pardon. C'est le co-auteur du livre. En fait, c'est juste, je voudrais rebondir sur la poésie de la science. Oui. Parce que pour moi, la sociologie, je pense que ça m'a fait un effet que la poésie peut faire à certains. C'est-à-dire que, par exemple, un sociologue qui a beaucoup travaillé sur la question de l'émigration-immigration, donc un des sujets dont traite le livre Pays de Malheur, et un des titres de son livre, un de ses livres, le titre c'est La double absence. Et en fait, pour moi, quand j'entends la double absence et de traiter en fait la question de l'émigration-immigration comme une double absence, pour moi, ça ouvre un espace sensible en fait, comme la poésie. C'est-à-dire que ça fait un trou. Et je me dis, ok. Et c'est la science qui fait ça. Mais pour moi, la sociologie, ce que ça me fait, c'est de faire comprendre les choses autrement. Et pour moi, quand je fais de l'art, je vise aussi une connaissance. Par l'art, mais une connaissance sensible. Et du coup, pour moi, c'est là que ça se rejoint. Et que je peux me servir de la sociologie, des outils de la sociologie. Bon, notamment, là, je parle vraiment de celle que je connais, qui est plus celle de Pierre Bourdieu, mais sur la recherche, sur la réflexivité dans le travail, c'est-à-dire, en fait, se servir des armes qu'on a, mais contre soi-même. C'est-à-dire de dire,
qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et de décortiquer tout ça, la recherche, quoi. Et pour moi, la sociologie, pour là où j'en suis de ma pratique artistique, m'aide énormément. Et je crois que j'ai voulu aussi monter ce livre pour avoir cette rigueur, quelque part. Et bon, et aussi, donc Younes Amarni raconte sa vie, en fait, et avec les questions de Stéphane Beau, donc des questions d'un sociologue, il la raconte bien sûr d'une manière particulière, puisque, comment dire, c'est jamais juste personnel, c'est toujours pris avec l'idée que c'est une histoire générale, collective. Pour moi, voilà, c'est ça l'apport de la sociologie, et c'est ce qu'on essaye de faire sur scène aussi, de traduire ça. Est-ce que vous utilisez la sociologie, l'histoire, un petit peu comme des outils pour créer ? Déjà dans la recherche, c'est-à-dire qu'on va déjà chercher des faits, savoir de quoi on parle, quoi. Et ensuite, pour moi, c'est... comment dire ? Quand j'ai lu Pierre Bourdieu, et je lis aussi beaucoup Annie Ernaux, qui elle aussi se sert beaucoup des sciences sociales pour penser sa propre pratique, en fait, moi, il m'aide à déjà analyser ce que je fais, et du coup à dépasser mes propres limites. Et en étudiant aussi tout ce qui se fait par ailleurs, le chant théâtral, disons que c'est un ensemble, quoi. Et bon, je saurais pas mieux dire. De toute façon, on va en parler un petit peu. Parlons un petit peu quand même de cette pièce et de ce personnage central, parce que Younes Amarni existe. Oui. C'est un pseudonyme, mais il existe. C'est un pseudo. Ouais. À l'époque, en 2002, il avait 28 ans. Il est emploi jeune, emploi précaire, en Picardie. Il lit le bouquin de Stéphane Beau, 80% au bac et après. Et de là va naître une relation épistolaire, une liaison épistolaire entre ce jeune trentenaire et le sociologue. Et va naître finalement à la fois la thématique du livre que vous allez mettre en scène, et puis on va aborder la question de la souffrance sociale, puisque vous dites qu'il est nécessaire de médiatiser cette souffrance sociale, puisqu'elle ne l'est pas. Oui, en tout cas mal. C'est-à-dire que, en fait, ce livre, c'est un peu un document unique, parce que, notamment, on va dire, dans les lois sociales, puisque la sociologie, ça sert à ça aussi, à mettre à jour qu'il y a des lois sociales, notamment la reproduction des inégalités sociales, culturelles, scolaires. Et donc Younes Amarni, en fait, sa particularité, c'est que c'est le premier dans sa famille à avoir son bac. Et ensuite, il va à la fac. Mais malheureusement, il échoue en première ou deuxième année. Mais disons qu'il a, en tout cas, grâce à ça, acquis un goût pour la lecture, pour l'histoire notamment. Et en fait, grâce à Stéphane Beau, il va écrire. Et en fait, disons que je pense que quelqu'un dans la situation de Younes, donc c'est-à-dire qui n'a pas de titre scolaire, qui n'a pas une habitude, ni dans sa famille, ni même dans l'histoire, d'écrire, c'est vraiment une chose très très singulière et unique. Donc c'est vraiment un document qui apporte un éclairage sur notre histoire, en fait, et sur qu'est-ce que c'est que de faire partie des enfants de la démocratisation scolaire et culturelle. Donc ça concerne beaucoup de gens, quoi. Et en même temps d'être fils d'émigrés, immigrés, donc c'est la deuxième génération, en fait. Et donc il apporte un éclairage assez nouveau, quoi. Et je trouve qu'il dégomme pas mal les clichés qu'on voit plutôt... là, par exemple, si je dois le dire dans le off, en général, les gens comme Younes, c'est plutôt des djihadistes. Oui, c'est surtout ça en ce moment. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire c'est juste quelqu'un qui cherche à comprendre sa vie, à comprendre son histoire, comme tout le monde, en fait, quoi. C'est un Picard. Non, en fait, il est dans la région lyonnaise, lui. Ah, lui, il est dans la région... C'est nous qui sommes Picards. Bon. Mais vous travaillez avec les jeunes des quartiers ? Oui, on a fait des ateliers en lien avec la pièce qui s'appelle Paroles de jeunesse. Puisque ce travail de création s'appuie à la fois sur la Maison du Théâtre, auquel vous êtes associé, mais aussi un centre social et culturel d'Étouvie,
qui Oui. est à Amiens. Et vous menez des ateliers de création avec les jeunes et des stages, ce qui permet à ces publics qui n'ont pas forcément accès à la création, au théâtre, hein. Ils vont parfois au sport, ça oui, au sport, au ciné, des fois au concert, mais le théâtre, c'est peut-être un monde qui leur est sociologiquement fermé ou qu'ils se disent c'est pas pour nous. auquel ils n'ont pas accès. Oui, en fait, en montant en Pays de Malheur, pour moi, c'était impossible de ne pas prévoir de suite. Donc, en gros, avec la pièce, on a imaginé des ateliers, parce que je pense que c'est un livre qui donne envie déjà de réfléchir à sa propre histoire et qui donne envie de faire des choses. Donc, la pièce, on essaye que ça soit ça aussi. Et du coup, l'idée, c'était de proposer à des jeunes gens, ou des moins jeunes gens d'ailleurs, de prendre le temps de travailler en utilisant les outils des sciences sociales et du théâtre. Et effectivement, la création. Et ça, je pense que c'est... Enfin, nous, on revendique vraiment de faire de la création. Et pour moi, c'est aussi une chose qu'on partage avec les sciences. Et bon, les sciences sociales, puisque c'est ce que je connais le mieux. Mais ouais, un espace de création. Faire ce qu'on n'a jamais encore vu, quoi. Si dans Découvrir. l'assistance, il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir, Fred n'est pas loin. Oui, bien sûr. Alors je suis là, Stéphane, sur le terrain, quoi, comme on dit, quoi, les deux pieds dedans et les deux mains aussi, parce qu'il paraît qu'en plus on a plein d'eau dans les mains. J'espère qu'il y en a aussi dans les pieds, histoire qu'on prenne pas la flotte. Voilà. Et je suis avec Clotilde de Valenciennes, voilà, qui est impatiente de poser la question suivante. Merci pour cette introduction. Ça rebondit sur la question de Stéphane. Je me posais la question, vous êtes spectateur, j'imagine, par ailleurs aussi, spectateur lambda d'autres formes. Je me demandais si, en croisant comme ça les arts et les sciences dans vos propositions artistiques, vous avez l'impression vous ouvrez plus un plus large public. Est-ce que vous attirez des publics qui, peut-être des férus de sciences, qui ne seraient pas allés voir des spectacles par ailleurs voilà, je me demandais s'il y avait une perméabilité du coup grâce à ça. Est-ce que vous étiez vous accueillez des gens plus divers qu'un spectacle de théâtre ou de musique de format plus classique? Voilà. Est-ce que vous avez bien compris la question ou est-ce qu'elle doit répéter la dame? Non, c'est bon? Ok, tout le monde a compris, d'accord, très bien, alors on y va. Qui souhaite répondre? Serge, Antoine, Charlotte? Serge. Oui, c'est sûr que, par exemple, on a monté ce fameux orchestre que tout le monde connaît qui s'appelle l'Orchestre National Électroacoustique. Et je pense que... bref... il y a plus d'une moitié des joueurs qui sont des chercheurs dedans. Et donc, ça nous arrive régulièrement de jouer dans des lieux universitaires. Voilà, on a été en résidence à Jussieu et je pense qu'on va y retourner. Voilà, donc avec des étudiants qui sont plutôt scientifiques durs. Mes condoléances. Voilà. Personne n'est parfait. Votre formation personnelle, Serge? Vous êtes plutôt... Ça remonte à il y a tellement longtemps. Parce qu'on dit souvent que... On pense souvent que les personnes de théâtre font une filière littéraire. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Non, alors moi je suis musicien. Mais j'ai fait aussi une école d'ingénieur du son. Voilà. Et puis... oui. Après, les choses se tamponnent la nuit. C'est des choses, oui. Charlotte Lebras? Oui. Votre formation? Alors moi, j'ai... Universitaire? Oui. En fait, j'ai commencé par faire des écoles de jeu de l'acteur. Et ensuite, je suis retournée à la fac. Et donc, j'ai un master recherche en art du spectacle. Et vous, Antoine Gauthier? Au départ, j'ai une formation de sciences physiques. Et de là, je suis passé sur la médiation scientifique. C'est comme ça que je suis arrivé à travailler avec Binôme sur comment parler de science à travers différents médias, et en l'occurrence le théâtre. Mais finalement, vous faites un métier que vous avez choisi. C'est presque un métier de rêve pour un certain nombre de personnes, hein, non? Oui. Parce je rappelle le thème, hein, à la conquête de l'espace et dépasser les frontières. Donc là, on a vu qu'en sociologie, la sociologie était un outil qui nous permet de traduire, de transcrire et de comprendre la société. Moi, ça m'intéresse
de voir comment vos publics, puisque vous allez jouer, Charlotte, dans les centres sociaux, que vous travaillez en relation, c'est pas j'arrive 2 jours dans un centre social et je repars, c'est vraiment une confiance qui se tisse Oui. sur la durée. Est-ce que vous, Serge Delaubier et Antoine Gauthier, est-ce que vous aussi, vous allez dans des espaces où le spectacle vivant n'a pas lieu finalement, traditionnellement? Sans parler de la CCS, puisque Serge, je sais que Delaubier, je sais que vous avez fait des rencontres culturelles pendant quelques années avec la CCS. Oui, moi j'aime jouer dehors, dans des endroits improbables, si possible, et dans des endroits où les gens qui viennent ne s'attendent pas forcément à ce qui va arriver. Voilà, donc je pense qu'il y a un effet de seuil qui élimine 9 personnes sur 10 qui ont peur d'entrer. Dans les parcs, pas trop, par exemple. Non? Dans les parcs, les gens y vont assez facilement. Et vous, Antoine, avec la compagnie? Aussi, oui, et d'ailleurs j'en profite pour rebondir sur la question. Et une des préoccupations majeures, c'est évidemment d'élargir le champ des publics au maximum, c'est-à-dire d'ouvrir tout le temps, quoi. Et donc c'est vrai que c'est une question qui est vraiment centrale pour quiconque fait, en l'occurrence, du théâtre, puisque c'est ça ou de la musique dont on parle aujourd'hui. Mais et sinon, par rapport à votre question, oui, en l'occurrence, nous, on essaie d'avoir une diffusion, donc des binômes qui est équilibrée, c'est-à-dire nous, on est une compagnie de théâtre, donc effectivement, on a un réseau de diffusion de nos spectacles, je dirais classiques, où on fait un travail de rapprochement avec les lieux, quels qu'ils soient, en tout cas des théâtres. Et aussi, on essaye de jouer binôme on joue dans des universités, des centres de culture scientifique. En tout cas, on cherche cet équilibre aussi dans les partenaires financiers du projet, que le monde du théâtre et le monde de la science se rencontrent à tous les niveaux, et notamment dans la diffusion. Donc, on va jouer dans des théâtres, parce qu'on aime bien aussi ce rapport à la scène plus classique, avec des lumières, du son, etc. Mais aussi dans des lieux qui sont parfois moins équipés techniquement, et où on rencontre d'autres publics, quoi. Et que vous dit le public lorsqu'il vient à la rencontre d'un chercheur, on a parlé d'anthropologue, de neurosciences, de microbiologiste, est-ce qu'il y a une appréhension par rapport à la matière qui est présentée? Une appréhension de la part des gens du qui public vis-à-vis, Ah. on se dit, voilà, l'anthropologie, c'est pas pour moi, je n'ai pas de base. Qu'est-ce qui fait la curiosité du spectateur ou spectatrice? Les gens qui viennent assister à une représentation de binôme, ils viennent soit par exemple parce qu'ils connaissent l'auteur ou l'autrice, donc c'est une curiosité, on dira artistique, en tout cas ils connaissent son travail et ont envie de le découvrir, ou alors ils connaissent la discipline de recherche. Et donc dans les deux cas, il y a forcément, à part pour les gens qui sont des binômes à eux tout seuls, mais sinon il y a toujours une part d'ombre, et du coup... Bon, s'ils viennent, c'est qu'il y a de la curiosité, je suppose. Alors de l'anxiété ou de l'appréhension peut-être, mais en tout cas de se dire c'est pas pour moi, on essaie d'aller évidemment contre ce sentiment qui est un peu naturel par ailleurs. Charlotte Lebras, alors vous continuez à travailler avec ces publics que l'on dit de quartiers difficiles, puisque c'est la terminologie qui est utilisée. Ouais. Aujourd'hui, vous continuez à créer, à avoir d'autres projets. Vous en dites 2 mots sur la création à venir? On travaille sur un texte d'Annie Ernaux qui s'appelle Une femme. Donc pour moi, il y a des liens assez évidents avec le travail sur Pays de Malheur, notamment dans le rapport aux sciences sociales, mais aussi tout simplement en fait, c'est des écritures qui cherchent à comprendre l'humanité d'une certaine manière. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose qui se creuse à cet endroit-là, et où nous, quand on fait du théâtre, même juste le fait de jouer, on essaye de comprendre les hommes et les femmes, quoi. Du coup, on continue avec ce texte. On a toujours Bourdieu en arrière-plan dans vos créations. Oui. Il a beaucoup marqué mon parcours, en fait, puisque je pense que quand on lit Pierre Bourdieu à 20 ans et que c'est une révélation, et encore... moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai rien compris, mais j'ai rigolé.
parce que je sentais qu'en fait, au fond, j'allais tout comprendre avec du travail, avec du temps. Et là, des fois, même, je relis des trucs que j'avais pas compris. Mais il est gentil, il me dit, mais oui, mais c'est pas grave, t'avais pas compris. Enfin, c'est vraiment un rapport... c'est chaud, quoi. C'est une science chaude. Et en plus, ça parle du monde. Enfin, moi, ça me bouleverse, ces écrits. Qu'est-ce qu'il disait du théâtre ? Du théâtre, il a surtout étudié le champ littéraire. Et la presse. Oui, mais du coup, moi, par exemple, sur les règles de l'art, c'est le champ littéraire, mais du coup, ça donne des pistes pour comprendre même le champ théâtral actuel. Enfin, pour lui, le théâtre, c'était un sous-champ du champ littéraire, mais c'est parce qu'il s'est intéressé au moment, pas au moment où il y avait, pas au moment historique où, on va dire, la scène compte autant que les écrits, quoi. Mais bon, bref, moi, ce que j'aime bien, il dit un truc. Il dit l'art, l'avantage qu'il a sur la science, c'est qu'il dramatise les problèmes. Là où la science a besoin de faire plein de trucs, et des fois, l'art, par une manière de faire, elle va faire ressentir la même chose, mais de manière beaucoup plus efficace. Et ça me parle. La sociologie pour Charlotte. Serge Delaubier, est-ce que vous avez un père ou une mère spirituelle qui vous a amené sur la voie de la création musicale ? Parce que vous parlez, de tradition dans un certain nombre de pays, vous parlez de la musique en Inde du Nord, on ne joue pas la même musique à certaines heures. Est-ce que vous jouez sur tous ces aspects ? Bien sûr, le concert Jardinal est un concert d'après-midi qu'on a un peu étiré hier soir. Bien. Non, de père spirituel, moi, l'expression est, je ne sais pas. Mais en tout cas, des gens marquants, oui. Moi, au conservatoire, j'avais la chance d'avoir un prof qui s'appelait Pierre Schaeffer, et qui est un grand monsieur, pareil, qui était sans doute un peu entre les deux. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous transmettez ? Est-ce que vous transmettez ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vous voir en disant parce qu'on est quand même à l'époque de l'image, essentiellement. Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vous voir en disant « Moi, ce que vous faites, ça me plaît, le son, il y a un côté magique ». Oui. Et vous arrivez à transmettre ou pas ? Alors, est-ce que vous êtes dans ce rôle ? Bien sûr. Dans la compagnie, il y a 3 volets. Un volet de création qui est quand même pour moi le principal, un volet de recherche et puis un volet de transmission. On développe des logiciels, on fabrique des instruments et on intervient beaucoup dans les écoles, les lycées, les conservatoires, on forme des profs. Voilà. C'est pour moi très important. On a même actuellement un thésard qui travaille chez nous à la compagnie, mais qui n'est pas une compagnie. Antoine, vous, qui c'est qui vous a mis dans le monde du théâtre ? Comment on y arrive ? Question suivante. Non, oui, alors la question suivante, justement, je l'ai. Alors, juste avant que vous nous répondiez, parce que je me posais juste une question, parce que le public n'en a pas, c'est que Charlotte parle de la science chaude, et puis on a notre ami Serge qui, lui, se tamponne la nuit. Alors, je me demandais si, à un moment donné, on ne frôlait pas un brin d'érotisme. Voilà, c'est tout. C'était juste ma question. Vous pouvez ne pas y répondre. Merci. On espère frôler un brin d'érotisme, puisque l'art est là pour nous stimuler, quoi. Une autre question ? Alors, la même, mais en finlandais. Réponse en finlandais, Antoine ? Impossible. Impossible. Alors, qui c'est qui vous a amené dans le monde du théâtre ? Une rencontre, une lecture, un texte, une émission de télé ? Non, il n'y a pas d'émission de télé sur le théâtre. C'est vrai. Eh oui, dommage. Donc, c'est pas la télé. Qui c'est qui vous a amené au théâtre ? Ça a été très progressif, en tout cas dans mon parcours. Moi, j'ai fait du théâtre en tant qu'amateur quand j'étais enfant, adolescent. Donc ça, c'est des pratiques vraiment de terrain qui sont faites par des compagnies locales qui créent des ateliers. Et ça, je pense que c'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure. Et à mon avis, c'est très important. Donc moi, je suis venu au théâtre comme ça. Et après, voilà, le parcours fait que je me suis professionnalisé. Mais ça a été très progressif, en tout cas. Ouais. D'accord. Ce monde, donc...
Parce que on a bien compris que vous essayez de tisser des passerelles avec d'autres publics, aller jouer, amener la culture dans des endroits où elle n'est pas sociologiquement, naturellement installée. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui encore de monter pendant un mois sur scène à Avignon et puis remonter dans vos régions respectives et continuer? Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Parce que être professionnel du théâtre, c'est quelque chose de difficile, avec un statut qui n'est pas toujours simple, avec un système de chômage compliqué. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui? Nous, déjà cet après-midi, on a joué et il y a un groupe de jeunes, ils sont venus de Nîmes pour nous voir. Et en fait, ils ont fini, on a pu discuter et ils étaient très contents de voir cette histoire-là sur scène. Du coup, de voir une histoire qui leur ressemble, en fait, parce qu'ils venaient d'un quartier de Nîmes. Et rien que ça, en fait, quand on les voit rentrer dans la salle, on se dit « Ah oui, en fait, voilà, c'est pour ça qu'on fait ça, en fait. » Ils sont venus parce qu'ils ont été accompagnés. Il y a eu de la médiation culturelle ou pas? Oui, on les a appelés. Et puis en plus, comme on est accompagnés par la région Hauts-de-France pour venir, donc c'est pas qu'on n'a pas de souci de trésorerie parce qu'on en a toujours, mais du coup, ça nous permet quand même de pratiquer des tarifs qu'on choisit. Et par exemple, on fait pour les jeunes, et pas que les jeunes, mais tous les gens qui n'ont pas d'argent, on fait un tarif à 5 €. Ce qui, dans le off, est quasiment... ça se voit pas, en fait. Mais du coup, nous, on veut que les gens voient la pièce, et c'est ça qui est important. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont pu venir. Et en plus, ça leur permet d'en voir une autre. Parce que nous, on trouve que c'est important qu'ils ne voient pas que la nôtre. Antoine Gauthier, la médiation culturelle, est-ce que vous travaillez dessus? Est-ce que vous préparez le public avant chaque représentation des binômes? La préparation du public, pour les scolaires, oui. Après, vous imaginez bien que c'est impossible d'aller chercher chaque public avant les représentations. Mais en tout cas, oui, on travaille beaucoup avec... alors, des enfants, non, mais en tout cas des adolescents et plus âgés aussi. Et à chaque fois, on monte des projets avec eux pour... alors, notamment ceux qui sont en période d'orientation, on est quand même sur des âges où les embranchements sont tous les 6 mois. Et donc, évidemment, on travaille à leur amener cette culture soit scientifique, soit artistique, et en tout cas qu'elle leur permette d'avoir des clés de compréhension et pour qu'eux puissent faire leur choix après, quoi. Donc oui, on travaille avec ces publics-là pour ces grilles de lecture que nous, on essaye d'amener à travers les sensibilités d'auteurs ou de scientifiques. On essaie qu'eux aient leur propre grille de lecture en participant activement à binôme, en créant leur propre binôme dans des classes, à la fac. Et donc en ça, c'est un outil pédagogique. Ce que n'est pas binôme au départ, mais il a cette vertu-là par ailleurs. Et vous, Serge Delaubier, ma question sera un petit peu plus précise puisque j'aimerais que l'on parle quand même de vos passages dans les centres de vacances de la CCS il y a quelques années. Vous avez fait, je crois, deux saisons de rencontres culturelles. Au moins. Mais comment ça se passe lorsque l'on arrive dans un camping où les gens sont en vacances et ils découvrent que ce soir, demain soir ou dans la semaine, il y a un artiste qui va arriver. Il s'installe et il joue. Comment ça se passe? Comment vous avez... Est-ce qu'on a de l'appréhension avant de faire sa première date? Ça remonte à il y a un moment, mais j'essaie de me souvenir. Oui, certainement. Forcément, oui. En tout cas, à chaque fois, pour moi, ça a été l'occasion de questionner ma pratique. Et finalement, ça m'a fait bouger à chaque fois. Ça m'a emmené sur des lieux que je ne pensais pas pratiquer avant. Il y a eu une première tournée où on a beaucoup travaillé sur l'association entre voir et entendre. Et où je crois que c'était en 2000, où on faisait avec les mêmes instruments, on produisait des images et des sons. Et là, on a appris beaucoup en discutant avec les spectateurs et avec le public qui était là.
sur la qualité de la mémoire quand on écoute de la musique avec de l'image. Et c'est vraiment quelque chose qui est singulier. On connaît un petit peu ça dans les Fantasia, par exemple, le premier, qui est très beau, de Disney. Et puis après, il y a eu une autre tournée, on a beaucoup travaillé sur le participatif et en distribuant des microphones aux spectateurs. Et donc chaque spectateur avait son microphone, la possibilité d'intervenir dans une partition qui se construisait comme ça. Et donc forcément, il y a du risque, mais c'est bien ça, c'est agréable. Il nous reste à peu près 5-10 minutes avant d'arriver à la fin de cet entretien. Eh bien oui, Stéphane, vraiment au maxi. Donc là, si vous pouviez accélérer un peu, comme ça, voilà, vous avez passé les moments les plus importants. Voilà, on est en pleine descente, on n'est pas loin de la ligne d'arrivée. C'est à vous, on vous encourage. Allez, c'est parti, Stéphane. Alors, pas de question dans l'assistance. La Lune, puisqu'on fête quand même le 50e anniversaire, je le disais en ouverture, et puis c'est vrai que la conquête de l'espace, on en parle avec une très belle expo au Grand Palais à Paris aujourd'hui. Sur les médias, on en parle, puisque le 21, on va fêter le 50e anniversaire. Vous étiez où, Serge, il y a 50 ans ? J'étais en Normandie, à Saint-Germain-de-Livet, chez mon grand-père. Et on était tous devant la télé à regarder les premiers pas, et c'était très émouvant. Voilà, le 21 juillet 1969. Antoine, Charlotte, je pense que... Moi, je n'étais pas née. Vous non plus ? Si, non, je rigole. Mais est-ce que la Lune, ça vous fait... est-ce que c'est un sujet qui peut être un sujet de création pour vous ? La Lune, l'espace, la conquête spatiale. Alors, dans la musique, j'imagine que oui. Mais dites-moi. Il y a une chose que je trouve très belle sur la Lune, c'est la gravitation. Et en fait, j'ai l'impression qu'une des choses qui est très présente dans la musique, c'est effectivement la gravitation. Par exemple, quand on dirige, le geste de direction n'est jamais un geste linéaire, c'est un geste avec une pesanteur. Et plus on veut être précis, plus on va augmenter la pesanteur. Et plus on veut être onirique, et plus on va être lunaire, avec une pesanteur faible. Donc, ça va être rythmé. Ça va être rythmé, mais doux. Alors que si on est boulésien, par exemple, et qu'on veut une grande précision, on va être martien dans la gravitation. Donc, Vous n'avez jamais eu l'idée de jouer dans un espace vide d'air ? Alors, ça m'intéresse pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, voilà. Difficile. Antoine Gauthier. Pourtant, je rebondis à ce qui vient d'être dit là, mais il y a l'avion, l'Airbus 0G, qui existe pour faire justement des expériences en apesanteur, je ne sais pas tous les combien ils volent, mais enfin, en tout cas, il y a des appels à projets pour participer et faire des expériences. Et donc, c'est un avion qui vole en faisant des courbes, et donc régulièrement, tous les je sais pas combien de minutes, il coupe les gaz et puis il redescend en vol plané, ce qui crée 30 secondes d'apesanteur pendant lesquelles les artistes et les scientifiques à bord font leurs expériences, et ensuite il remet les gaz, il redécolle, et puis c'est une espèce de sinusoïde comme ça. Voilà. À l'entrée de Contre-Courant, sur l'île de la Barthélesse, à Avignon, il y a la fusée du professeur Tournesol. Alors je ne sais pas si dans les binômes, vous avez un astrophysicien, un spationaute, On en a eu, sur les 42, on a eu quelques binômes sur l'astrophysique. Astronaute, non, mais en tout cas, oui, quelqu'un qui travaillait, notamment Pierre-Olivier Lagage du CEA, vous le disiez tout à l'heure, qui travaille sur le James Webb Space Telescope. Oui, Stéphane, excusez-moi, il y a Marilyn de Kingersheim qui voudrait juste passer une info qui fait complètement écho à ce qui vient d'être dit, s'il vous plaît. Marilyn. Oui, je voulais juste préciser effectivement sur ces vols sans gravitation, il y a un spectacle qui aura lieu vendredi, qui est issu de ces résidences d'artistes, donc qui sont commandées, effectivement proposées par le CNES, le Centre national d'études spatiales, avec les voyageurs de l'espace. C'est juste une petite précision forte à propos. Et si je ne me trompe pas, c'est à 22h, à Contre-Courant. Charlotte Lebras, c'est vrai qu'on a parlé d'un homme sur la Lune, on attend qu'il y ait une femme qui pose le pied. Bah... Pourquoi pas ? Ouais. Pourquoi pas ? Vous, ça vous fait pas plus avec ça ?
En fait, non, mais ça m'a fait penser, pour rebondir, c'est Françoise Dolto, je crois, qui dit que ce qui est chouette avec le premier pas sur la Lune, c'est qu'en fait, l'enfant qui est né et qui a mis son pas sur la Lune, c'est parce qu'il a dépassé l'impossible, en fait. Et ça, moi, ça me plaît. Enfin, ça m'inspire. Après, la Lune en elle-même, j'aime beaucoup la regarder. Et puis elle était très belle cette semaine. Ouais. Elle était très très belle. Mais après, moi je trouve que ça donne une visée d'une chose qui n'a jamais été faite, mais qu'en fait on peut faire. Très bien. Voilà, je trouve ça. Prochain objectif. Ouais. Objectif Lune. Charlotte Lebras, Serge Delaubier, Antoine Gauthier, je vous remercie. Et puis on poursuit la discussion hors micro. Au revoir. Allez, voilà, maintenant c'est l'heure de l'apéro. Voilà, on peut applaudir un peu. Le bar de Thierry est ouvert, bien sûr. On peut y retrouver nos invités et puis ses amis aussi, et puis partager des choses, parce qu'il y a tout un tas de gens dans le public comme ça, notamment cette jeune fille qui doit avoir un lien très très étroit avec Charlotte, qui l'a filmé tout le long. D'ailleurs, qui doit avoir des tas de trucs à raconter, mais qui n'a pas pris la parole. Et c'est maintenant, jeune fille, qu'il faut le faire. Voilà. On rend l'antenne, on est complètement sur le terrain. Voilà, on peut envoyer Monsieur Léon le générique de fin. Merci. FM, FM, éphémère, la radio, FM, FM, éphémère, il ne manque pas d'air, soin. On y va? Allez. Voilà. Alors, attention, la photo de groupe où on est. Alors, j'enlève les lunettes pour mieux vous apprécier. Voilà. Alors, Charlotte